J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est le grand jour, c'est le 7 septembre 2024, le jour tant attendu. Ça dépend pour qui, vous allez me dire. Pour celles et ceux qui boycottent auront certainement une perception totalement différente de ce scrutin présidentiel. Pour celles et ceux qui voudront participer auront aussi une vision complètement divergente. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous, pour l'Algérie, pour toutes les Algériennes et les Algériens, nous allons vous offrir une journée spéciale consacrée à ce rendez-vous, avec des points de vue qui divergent, avec des points de vue très différents, notamment en donnant la parole à celles et ceux qui ont été pratiquement totalement exclus depuis le début de ce processus politique, à savoir l'opposition algérienne qui a été étouffée et dont la voix a été totalement supprimée pratiquement. C'est la première émission d'aujourd'hui, une journée spéciale. Au moins 3 plateaux vous seront offerts, seront consacrés à ce rendez-vous de 7 septembre 2024. Et pour cette première, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec moi 2 invités de très grande qualité, 2 personnes très courageuses qui sont devenues des habitués de notre plateau et qui vous ont aussi habitués avec leur lucidité et leur analyse assez approfondie de la situation algérienne. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Ali Aïdjoudi, Merhaba Bek Ali Aïdjoudi, ancien journaliste et surtout président de la fondation Riposte International, l'une des rares voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le ciel algérien et dans les paysages médiatiques pour dénoncer et déplorer les arrestations politiques et pour parler de la cause des détenus politiques et des détenus d'opinion. Merci beaucoup Ali d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdou, bonjour. Et j'ai le plaisir aussi, l'honneur d'accueillir avec moi le talentueux Bouzid Amirouche. Je dis bien talentueux parce qu'il est aussi bien, il manie aussi bien le verbe, il manie aussi bien le verbe que l'écrit. Bouzid. Merci, c'est Abdou. Bonjour pour le camarade, l'aîné, monsieur Aïdjoudi. Je suis très honoré d'être ici dans le plateau. Merci. Je rappelle juste que Bouzid était, il y a de cela 5 ans, en Algérie pour l'élection présidentielle de décembre 2019. Il était directeur d'un bureau de vote. Aujourd'hui, il est en exil en France. C'est quand même un destin assez incroyable qui nous interpelle. Rien qu'à travers le destin de Bouzid Amirouche, on est interpellé sur l'évolution de notre pays. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Alors avant de commencer, d'abord quelques informations très importantes. Le taux de participation a été fixé par l'autorité nationale indépendante des élections. L'autorité nationale indépendante des élections va faire 4 interventions aujourd'hui. Sa première intervention, c'était à 10h où elle nous avait annoncé un taux de participation de 4,5%. La deuxième intervention à 13h, heure algérienne, je parle toujours heure algérienne, le taux de participation était de 13,1%. Je rappelle qu'il y a 23,5 millions d'Algériens qui sont appelés à voter sur le territoire national, 24 millions d'Algériens et quelques sur l'ensemble des circonscriptions électorales. Il faut compter les Algériens de l'étranger. Il y a 860 000 et quelques, plus de 860 000 et quelques électrices et électeurs algériennes et algériens qui sont basés à l'étranger. Alors, Abdelmajid Tebboune, il a voté aujourd'hui à Bouchaoui. On a vu Youssef Aouchiche qui a voté dans une localité à Tizi Ouzou. Hassani Chérif, il a voté à Belkhadem à Alger. Ça pour les 3 candidats à cette élection présidentielle anticipée. Je rappelle qu'il y a 63 000 bureaux de vote, 500 000 encadreurs. C'est quand même 60 000 bureaux de vote, 500 000 encadreurs. Les gens qui sont appelés à voter, les Algériennes et les Algériens qui votent aujourd'hui, 53% d'entre eux sont des hommes, 53% des hommes, 47% des femmes, 36% de celles et de ceux qui devraient ou qui sont appelés à voter sont âgés de moins de 40 ans. Alors, 13,1% de taux de participation. Déjà, un premier commentaire, Ali. Est-ce que c'est l'abstention qui s'annonce gagnante? D'autant plus que le titre de cette émission peut paraître comme un provocateur, mais nous avons fait le choix de l'intituler ainsi. Les Algériennes et les Algériens devront choisir entre Tebboune et Tebboune. Est-ce que les Algériennes et les Algériens ont compris que c'était joué d'avance? Ils ne vont pas aller voter massivement, contrairement à ce qu'on leur a chanté ou à ce qu'on leur a demandé depuis le 15 août dernier, le début de la campagne électorale. Merci encore une fois. Je salue les téléspectateurs et je salue mon ami Amirouche et toi-même. Tout d'abord, il faut le signaler, c'est encore un nouveau rendez-vous raté, un gâchis. Un gâchis dans l'histoire du peuple algérien, de la trajectoire malheureusement de l'Algérie, qui rate encore, c'est-à-dire une occasion de changement. Et donc, pour moi, c'est le 6e mandat de Bouteflika.
C'est la réalité, parce qu'il y a eu quatre mandats. Le 5e a été fait par Tebboune. Bien sûr, il va être reconduit sans aucune surprise. Et quand on dit 13%, vous savez, Tebboune l'a annoncé dès le début de son installation par les militaires à Al-Mouradia, que le taux de participation est insignifiant. Donc, d'abord, c'est-à-dire, c'est une insulte, c'est un manque de respect vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire, voter ou pas voter, c'est la même chose. L'essentiel est qu'on ait une poignée, parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent plus ramener les Algériennes et Algériens au bureau de vote. Tout ce qui se passe, c'est un semblant c'est un scénario à l'image de l'Occident. Voilà, les candidats, chacun vote dans son patelin, alors qu'il y a des candidats qui ne sont même pas connus ni reconnus dans leur propre patelin. Leur candidature est un non-événement. Parce que quand on lamine une classe politique, quand on empêche les poids lourds de la politique, les hommes et femmes crédibles de se présenter, quand la majorité des hommes et femmes crédibles sont sous contrôle judiciaire, il ne reste que je dirais pas des lièvres, parce que le lièvre, c'est un lapin sauvage qui ne se laisse pas faire. C'est des lapins. Parce que le lièvre, c'est trop pour eux. Donc pour moi, d'ailleurs, Tebboune, il se présente même seul. Il sera dernier parce qu'il n'a jamais été charismatique, il n'a jamais eu un projet politique, il n'a jamais été ambitieux. C'est l'ironie des sorts, c'est les généraux qui ont voulu installer ce sinistre personnage qui a poussé des Algériens à l'exode, à quitter l'Algérie dans des barques de fortune par milliers, et un désespoir qui s'installe dans l'Algérie, malheureusement. Juste je rappelle encore une fois les informations du jour, que le ministre de la Communication, Mohamed Lagueb, a fait une déclaration. Quand il est parti accomplir son devoir électoral, c'est-à-dire voter, il a fait une déclaration à la presse qui était un peu troublante. Je ne sais pas si elle préfigure de quelque chose que nous allons vivre à la fin de la journée. Mohamed Lagueb a dit, Bouzid, le taux de participation n'est pas important. Il ne va pas délégitimer, il ne va pas influencer sur la légitimité de cette élection, puisque les Algériens et les Algériens vont voter, peu importe finalement, d'après ce qu'il a dit, ça il l'a pas dit, mais il a dit textuellement, le taux de participation n'est pas important, ne va pas influencer sur la légitimité du résultat. Est-ce que, Bouzid, selon toi, les autorités algériennes savaient préalablement ou ont reçu d'ores et déjà des informations, ils ont fait leurs études de terrain, ils ont fait des enquêtes de terrain, ils ont des prospections qui leur ont finalement fait comprendre que le taux de participation risque d'être très faible? Je pense que votre introduction elle est pertinente, d'autant plus que j'ai eu l'occasion dans une émission ici antérieure pour dire qu'effectivement le pouvoir algérien, le régime en place, ne s'encombre pas avec l'objectif d'un vote massif. Et il vient de le confirmer à travers la déclaration du ministre Lagueb de la Communication, qu'effectivement, pour eux, c'est 2019 bis. La première remarque. La deuxième remarque, c'est que effectivement, le régime en place, le pouvoir en place, il a ses sondes, il a ses informateurs, pour ne pas dire indicateurs. Il sait que le peuple algérien, dans sa globalité, et la classe politique qui a de l'ambition et de l'envergure, n'a pas été intéressée par cette diversion d'élections présidentielles anticipées. Moi, je dis diversion parce que l'enjeu et le danger, il est ailleurs. Je pense que le décret présidentiel permettant la nomination du personnel politique à des postes stratégiques administratifs est plus dangereux que la mascarade du 7. Personnel militaire, tu veux dire? Oui. 1, 2... la classe politique, les personnalités politiques, les animateurs du Grand Hirak de 2019 ont pris position contre cette mascarade parce que l'opération politique elle a été vidée de son sens qui est le régime recherche à gagner du temps. Je dis à gagner du temps parce que la question politique elle reste posée et que dans 5 ans, je remercie notre aîné M. Edjoudi, dans 5 ans, la question politique va se poser de la légitimité du pouvoir. Le défi de reconstruire une Algérie sur des bases saines, solides, de respect des droits humains, de démocratie,
Et plus important, d'alternance. D'alternance va se poser. Et je termine. Non, avant que tu termines, pour rester dans l'actualité du jour, Oui. c'est vrai qu'à ce moment-là, à 1 heure, le taux de participation paraît faible. Mais quand il est Amirouche, en Algérie, on ne vote pas le matin, on se réveille tout doucement. Et est-ce que toi, parce que toi, tu as été un directeur d'un bureau de vote en 2019, dans une localité de la wilaya de Tizi Ouzou, est-ce qu'on vote plus l'après-midi? Est-ce qu'il y a potentiellement, ou techniquement parlant, les Algériens vont se mobiliser davantage l'après-midi et est-ce qu'il y a une possibilité, selon toi, qui a dirigé déjà un bureau de vote, que le taux de participation va augmenter au-delà de 30% d'ici, par exemple, 18h, 20h? Historiquement, la seule fois où la population, et spécialement dans la Kabylie, a voté à partir de 17h, c'était pour voter contre la rafle de 90 aux élections. On se souvient qu'effectivement, il y avait une campagne pour sauver la République, pour sauver la démocratie, qu'il fallait que les personnes aient voté. Tu parles des élections législatives de 81, ça? Oui, de 81. Qui ont été remportées par le FIS à l'époque, le Front islamique du salut. Et sociologiquement, on sait que les gens qui veulent voter, qui ont pris la décision de voter, ils se lèvent tôt le matin, ils font leur projet, leur mission, mais après, les Algériens, ils adoptent la position de « wait and see ». Et dans ce cadre-là, moi, je rappelle que l'élection en elle-même ne revêt aucun intérêt pour les Algériennes et les Algériens, et que, principalement, la question politique, elle va encore se poser dans 5 années, et que, justement, que va faire le pouvoir dans 5 années? Amirouche, comment fonctionne un bureau de vote? Toi juste brièvement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça fonctionne? Qui organise? Avec comment le directeur est choisi? Qu'est-ce qu'il a à sa disposition comme personnel? Comment il traite avec les services de sécurité? Avec l'autorité nationale indépendante des élections? Comment ça se passe? Bon, ça se passe d'une façon toute banale, administrative. On est là, on surveille, on a des missions bien précises. Et puis, plus important, il y a la présence de l'autorité sécuritaire à travers les forces de l'ordre, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie et même non, je parle des agents de liaison, des directions de la wilaya, de la daïra, qui représentent le service de sécurité. Ils sont en civil. Ils sont à côté, à l'intérieur du bureau, à côté du bureau. Non, et ils sont partout. D'abord dans les centres de vote, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient sur place ou itinérants, ils sont toujours accompagnés par les forces de sécurité. Ce qui est tout à fait normal un peu partout dans le monde. C'est ce qui se fait usuellement. Mais au dépouillement, la présence de l'autorité sécuritaire, elle est beaucoup plus importante. Je ne parle pas du dépouillement qui se fait au niveau des centres de vote, mais des centres de regroupement. Quand on regroupe des 4-5 communes dans une daïra... il y a les bureaux de vote, il y a les centres de vote. Oui, et puis les dernières élections législatives en Algérie, on a vu qu'effectivement, il y a eu très peu de votants et que la décision de donner les sièges de l'Assemblée, elle a été décidée par les chefs d'arrêt militaire. Je parle de Tizi Ouzou. Et les gens qui nous écoutent, ils savent pertinemment qu'effectivement, au lieu que Flan accède au poste de l'Assemblée, c'était une dame qui a été validée par le chef de la région militaire. Je pense que ça s'est connu de tout le monde. Puisque plus important aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, il est très grave, la dérive, elle est claire. La question politique, elle restera toujours posée. En 5 ans, la problématique, elle est aggravée parce qu'on a mis au service de cette dictature un des outils historiques de résistance, qui est le Front des forces socialistes. Aujourd'hui, la candidature du FFS, elle n'amène à rien à la démocratie. Elle n'amène à rien à la démocratisation Avant du de parler pays. du FFS, parlons de Tebboune. Parce que voilà, tout le monde a trop l'oublié, ce n'est pas une élection légitime, etc. Et tout va mal, et c'est une mascarade. Tebboune, il s'est exprimé, il a voté à Bouchaoui. Voilà, dispositif sécurité impressionnant. Tous les médias étaient là pour immortaliser le moment. Il a fait des déclarations à la presse. Il a dit que la campagne était très propre, qu'il a salué ses concurrents.
et qui, selon lui, se sont très bien comportés. Et il a dit que cette campagne et cette élection témoignent que l'Algérie est en train de progresser, d'avancer. Il a dit même que celui qui sera élu est appelé à développer davantage le pays, à assurer sa sécurité, à renforcer le rôle des institutions. Et puis il a dit une phrase assez importante. Il a dit l'Algérien a acquis davantage de droits et ces droits répondront à toutes ses revendications. Donc c'est le constat totalement le contraire de ce que tu dis, Ali. Est-ce que tu es d'accord avec l'Algérien a acquis des droits? Ah oui, là, il a acquis des droits, la campagne était très propre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'incident majeur sur le plan sécuritaire, etc. Qu'est-ce que tu as à lui répondre, mon cher monsieur Ali El-Djoudi? Il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire que il a dit tout à fait le contraire de ce qu'il a fait. C'est un menteur, c'est un super menteur. C'est quelqu'un qui prononce des mots, mais dont le geste et l'acte, et son comportement est tout à fait le contraire de ce qu'il a prononcé. Il a mis le pays dans une pauvreté incroyable. Et il a implanté le désespoir même dans le désert, même dans les esprits des plus optimistes. Et il a fait tout à fait le contraire de ce qu'un, je ne dirais pas un patriote, un simple citoyen qui a une conscience ne peut pas instaurer une terreur. Il ne peut pas, c'est-à-dire imposer un rythme à l'image d'Hitler ou de la Corée. Aujourd'hui, on est devenu la risée du monde quand il parle des chiffres, quand il dit qu'on est la troisième économie du monde. C'est incroyable. Bon, moi, je ne parlerai jamais des chiffres. Moi, je parlerai de ce que je vois dans la société. Des citoyens qui ne trouvent pas de lentilles, ni de lait, ni de l'huile, ni des citoyens qui ne peuvent pas retirer leur propre salaire dans sa totalité, qui ne trouvent pas une somme en devises dans des banques. Mais alors, on n'est même pas dans la liste des pays du tiers-monde. Il n'a pas tout avoué, mais il a dit que c'était un premier mandat très difficile, qu'il y avait le Covid, qu'il y avait la crise internationale avec l'Ukraine, qu'il y avait des menaces géopolitiques. Il a promis de faire mieux dans le deuxième. Donc, oui. Est-ce que là, il ne faut plus le croire? On ne peut pas le croire, on ne peut pas... Non, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a libéré, au moins ce qui est à sa portée, est-ce qu'il a libéré la presse? Est-ce qu'il a libéré les journalistes? On finance un côté. Est-ce qu'il a laissé les politiques, ou ceux qui le souhaitent, de créer des associations? Ce n'est pas la peine de créer de nouvelles associations. Les associations existantes, est-ce qu'ils sont autorisés à organiser une petite conférence pédagogique dans leur propre village? Impossible. Est-ce que la justice n'est pas une justice aux ordres? On n'a qu'à regarder et écouter les deux rapporteurs spéciaux qui ont effectué le déplacement en Algérie. Ils ont mis le pouvoir à nu. Ils ont dit que tout est verrouillé. Tous les militants, tous les activistes sont sous contrôle judiciaire, sont malmenés, soit ils sont en prison. Il parle de droits. Il a dit qu'ils ont acquis davantage de droits. Ben oui, il est anti-Darwa lui-même. Lui-même, il ne connaît même pas la notion élémentaire du Darwa. Lui-même, c'est un homme qui véhicule une violence dans ses propos. Il passe son temps à insulter Oulad Osares, Oulad Hadi, Shid al-Hajra. C'est minable. On a honte d'écouter et d'avoir ce personnage comme président. Et pire encore, il va se présenter pour 5 ans encore. Et alors, dans toute la planète, on essaye de mettre des jeunes à la tête des structures. Et là, nous avons des vieux qui... Le problème, c'est, avec tout mes respects aux vieux, ce n'est pas une question d'âge, mais ces gens, c'est-à-dire leur durée de validité est expirée. Ils doivent être dans leur lit. D'ailleurs, on montre des images des officiers qui font pipi dans leurs pantalons. C'est une honte. Vraiment, c'est pas une fierté de voir ces situations. Tu es très en colère. Non, je ne suis pas en colère, j'essaie de rapporter fidèlement. Voilà, parce que moi, je m'exprime sur ton plateau, Abdou, je te remercie. Et il y aura peut-être 40, 50 000 personnes qui vont m'écouter, mais ils sont en train de m'attaquer. Hier, ce matin, j'ai écouté
écouté toutes les chaînes de télévision algériennes. On n'a pas cessé de faire de la pub à Tebboune. Fakhamat al-Raïs, Fakhamat al-Raïs. Le jour même où la campagne devrait être arrêtée, on doit parler au même pied d'égalité des 3 candidats. Eh ben, aucune parole n'a été placée en faveur des 2 candidats. On ne parle que de Tebboune. C'est une incitation directe, c'est même pas indirect de voter. Ben, on ne peut pas. C'est quoi un vote? Un vote, c'est le libre choix. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérien a le libre choix? Non. On lui a imposé des 3 candidats et empêché d'autres candidats à se présenter. On a laminé la classe politique, on a laminé les représentatifs de la société algérienne, de la classe politique, du mouvement associatif, syndical. Eh bien, l'Algérien n'a pas le choix. Eh bien, le pouvoir militaire lui a imposé ces 3 candidats. Nous connaissons les résultats, comme on a connu le résultat de Bouteflika, de Zerouel. On a connu, en tout cas, depuis l'indépendance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, ce n'est même pas l'identité du gagnant, parce qu'on le connaît, c'est M. Tebboune, mais c'est le taux de participation. Et 13,1%, il y a tout ce battage, toute cette mobilisation. Bengrina qui, ici en le pays, suscite le buzz, il fait rire, il s'habille avec des djellabas, avec des turbans, ou les blagues, ou mobilisation générale, médiatique, propagandiste. On a parlé de complot, arrestation d'espions en faveur marocain, arrestation d'un leader du MAC qui voulait organiser un attentat. Et pour aboutir finalement à 13,1, d'abord, Bouzé, est-ce que tu penses qu'ils ne vont pas, d'ici la fin de la journée, selon toi, ça sera combien à peu près le taux de participation? Et est-ce que le pouvoir, à la fin de la journée, sera tenté de tricher? Je pense que le pouvoir, il va juste tenter de revoir à la hausse les résultats, le taux de participation en 2019, puisqu'il a réussi, à travers le coup du 13 avril 2019, avec la mise au pas du FFS et l'installation des arrivistes au FFS et la normalisation du FFS, je pense que il va pouvoir revoir un peu à la hausse le taux de 2019. Quand vous faites le compte-rendu des déclarations... Un peu à la hausse, selon toi, c'est quoi ton pronostic? Je ne pense pas que ça va dépasser les 5% de plus que 2019, mais plus important... 2019, c'était presque 40%. Vous savez, mais c'est le chiffre officiel. Oui, mais le chiffre réel, c'est 7%. 7%. Et tout le monde dit ça. Je ne sais pas, comment tu peux 7%? Sur quelle base tu te bases? Nous avons aussi nos amis qui sont dans les institutions. Le chiffre officiel reconnu pour l'État profond, pour le véritable pouvoir, c'est 7%. Il ne peut pas y avoir plus de 7% dans un climat de guerre où tout le monde a été empêché d'aller voter. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont... Alors, déjà, avec tout ce climat, ils ont donné les chiffres de 40%. Aujourd'hui, ils peuvent donner facilement 49-50%. Parce qu'il y a un climat de paix. Pour arriver à 40% mais ils n'arriveront jamais. À 1 heure, on est à 13%. Ben oui, mais... Ça veut dire que 40% du corps électoral va se mobiliser l'après-midi. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'on n'a pas remarqué quand même que depuis 2020, depuis le référendum sur la Constitution, depuis les élections législatives 2021, le pouvoir donne des chiffres plus ou moins qui collent à la réalité. Les deux derniers scrutins, c'était moins de 30%. Pourquoi cette fois-ci le régime donne des chiffres qui collent vraiment plus ou moins à la réalité? Peut-être qu'ils n'ont pas envie de mentir finalement. Non, écoutez, peut-être aussi, il n'y a pas l'unanimité dans le sommet de l'État. Il y a un clan qui veut mettre à nu Tebboune. Tebboune ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui imposent des chiffres plus ou moins. Mais en tout cas, je ne peux jamais carroir ce pouvoir. Quel que soit l'État profond, quelle que soit la nature des gens qui s'opposent dans la guerre des clans, une chose est certaine, ils ont tout le temps dopé et bourré l'urne. Ils ont donné
40% alors qu'il y avait 7%. Aujourd'hui, ils peuvent donner le chiffre qu'ils veulent, sauf qu'une chose est certaine. Une campagne électorale qui s'est déroulée dans le silence le plus absolu. Un peuple qui était indifférent à cette campagne électorale. J'ai reçu des vidéos ce matin. Les gens sont allés au marché, ils sont dans les villes, dans les cafés. L'élection est un non-événement. Ni les personnalités candidates qui accompagnent Tebboune ont suscité un engouement, ni non du charisme, ni non une base sociale. D'ailleurs, je salue l'honnêteté, l'honneur des militants du FFS de base qui n'ont pas cautionné cette mascarade, même si l'appareil du parti s'est engagé, c'est leur liberté, ils sont à la tête de ce parti, ils font ce qu'ils veulent, ils participent pas, sauf que la base de ce parti, c'est mes camarades, j'ai échangé avec des gens des quatre coins du pays. Aucune personnalité qui a la tête sur les épaules ne s'est impliquée dans cette campagne électorale. Que ce soit les anciens de 63, que ce soit les anciens de 90. Un des camarades, je ne citerai pas le nom, je le salue, il a dit pour ceux qui veulent juste pour dire que cette élection est un non-événement. De nouveau, c'est un événement, un rendez-vous raté pour le peuple algérien. Amiroche, 36% de celles et ceux qui devraient voter ont moins de 40 ans. Et la veille, il y avait le match Algérie-Guinée, quand même à Oran, et les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient franchement impressionnantes. Je ne sais pas si tu les avais vues, où la jeunesse a chanté, en tout cas la jeunesse qui était présente dans ce stade-là, Wallah man voter, on a fait le voter. Est-ce que les jeunes, c'est bon? Est-ce que le divorce, c'est les consommer avec la jeunesse? Et c'est représentatif, et c'est vraiment représentatif de l'état d'esprit de notre société. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit notre aîné, M. Edjoudi, et c'est important. Effectivement, les militants sincères, politisés du FFS, authentiques, ne cautionnent pas cette dérive. Bien. La précette devrait être consacrée à la démarche toute logique après une élection. Quand on perd une élection, on remet son mandat. Qu'ils remettent leur mandat. Parce qu'après le 7, il y a l'après le 7. L'après le 7, vous n'avez pas réussi, votre projet politique n'a pas réussi, je parle du FFS. Remettez le mandat à ceux de droit. Je reviens sur la question qui a été posée concernant les taux de participation aux élections précédentes législatives. Pourquoi le pouvoir a donné les chiffres qui se rapprochent du réel? Et c'est simple. Il fallait démobiliser le politique, c'est ça la stratégie du pouvoir. Il fallait discréditer la classe politique existante qui a participé à ces élections pour leur dire que, effectivement, vous n'avez pas mobilisé. Vous ne pouvez pas mobiliser. Puis, passer à la deuxième étape, construire une nouvelle réalité qui les arrange. Et c'est ce que, et nous assistons à ça. L'architecte que tout le monde connaît, l'architecte politique de la démarche du pouvoir, il veut reconstruire, il veut aller vers une bipolarité. Il veut aller vers... C'est qui cet architecte connu? C'est qui? Si tu connais, donne-moi son nom, donne-moi son nom. Je pense que l'idée prime sur les noms de personnes. C'est plus important. Et c'est ce que je voudrais expliquer. Qu'effectivement, nous allons vers une bipolarité avec la disqualification des partis politiques démocrates vers une bipolarité islamiste et du système. Et les Algériens n'auront plus de choix à l'avenir que d'aller voter sur le candidat du système. Et l'image qui a été retransmise à 8h du matin par la télévision, par les médias officiels, des divisions militaires blindées et l'infanterie mécanisée qui s'est déplacée pour aller voter, est assez représentatif que cette élection, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle عسكرة الحياة السياسية الحياة الانتخابية في الجزائر. Donc merci beaucoup, chers invités. Ce n'était que le premier round, voilà, première manche de cette
journée spéciale que nous consacrons et que nous allons continuer de consacrer aux élections présidentielles anticipées, à ce scrutin du 7 septembre 2024. Il s'en suivra d'autres plateaux avec d'autres invités. Nous allons suivre de près les évolutions du taux de participation, les déclarations des uns et des autres. Nous allons les analyser et nous allons à la fin de la journée essayer de vous proposer une conclusion qui, j'espère, vous permettra de mieux appréhender les complexités de l'actualité algérienne. C'est comme ça, et je vous dis à tout de suite pour notre deuxième plateau.